On a tous déjà essayé de suivre des astuces de développement personnel sans voir de vrais résultats durables. Alors, cette analyse est faite pour ça. On va plonger dans l'un des livres les plus influents jamais écrits, non pas pour y trouver une nouvelle méthode, mais pour comprendre un changement de mentalité fondamental. On va mettre de côté les solutions rapides pour aller chercher ce qui crée une efficacité qui dure vraiment. Quand un livre a un tel succès, c'est qu'il a vraiment touché une corde sensible. Mais quel est ce message si puissant ? Ce n'est pas juste une autre technique de gestion du temps, non, c'est quelque chose de bien plus profond. Voilà un peu le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va identifier un piège courant. Puis, on va diagnostiquer le vrai problème derrière tout ça. Ensuite, on verra comment notre perception façonne notre réalité avant de découvrir une toute nouvelle approche et de survoler les solutions concrètes proposées. Allez, on y va, on a tous déjà ressenti ça, ce sentiment d'être bloqué, de faire des efforts encore et encore, sans que rien ne change vraiment. Mais pourquoi est-ce que ça arrive si souvent ? Ces exemples tirés du livre sont sûrement familiers. Ce sont des luttes quasi universelles, un déséquilibre entre la carrière et la famille, l'incapacité de tenir une promesse faite à soi-même ou des relations qui perdent leur flamme. On essaie de colmater les brèches, mais le problème de fond, lui, reste bien là. Et voilà le cœur du sujet. Ces frustrations ne sont pas des échecs isolés. En fait, ce sont les symptômes d'un problème bien plus profond. Et les aspirines sociales, comme les appelle l'auteur, ne font que masquer la douleur, temporairement. Elles ne guérissent rien. Alors, c'est quoi le diagnostic ? Si les solutions miracles ne marchent pas, c'est peut-être qu'on se concentre sur la mauvaise chose. C'est là que l'auteur, Stephen Covey, nous pousse à regarder plus en profondeur, en nous-mêmes. Pour bien faire comprendre son point, l'auteur partage une histoire très personnelle. Son propre fils était en grande difficulté, que ce soit à l'école, avec ses amis, dans le sport, partout. Avec sa femme, ils ont tout essayé, toutes les techniques de pensée positive, les encouragements, rien n'y faisait. Il se sentait complètement démuni. Et c'est là qu'il a eu une révélation. Il a compris qu'il y avait une distinction cruciale entre deux approches du succès. D'un côté, l'éthique du caractère, les fondations solides comme l'intégrité, la patience, et de l'autre, l'éthique de la personnalité, beaucoup plus récente, qui se concentre sur l'image, les techniques, les apparences. Et voilà le moment décisif. Il a compris que ses actions, même bien intentionnées, communiquaient un message sous-jacent terrible. En essayant de le réparer avec des techniques, il lui disait en fait « tu n'es pas assez bon ». Le problème, ce n'était pas son fils, c'était sa propre perception de son fils. Cette citation d'Emerson résume ça à la perfection. Notre caractère, qui on est vraiment, parle beaucoup plus fort que n'importe quel mot ou n'importe quelle technique. L'intégrité, ça ne se simule pas. D'accord, mais comment fonctionnent ces perceptions qui nous trompent ? Eh bien, elles sont basées sur ce qu'on appelle nos paradigmes. On peut voir ça comme les cartes mentales qu'on utilise pour naviguer dans le monde. C'est simple. Imaginez essayer de trouver une rue à Paris en utilisant une carte de Lyon. On aura beau faire plus d'efforts, être super positif, on n'y arrivera jamais. Le problème, c'est que la carte est fausse. Et bien souvent, nos cartes mentales sont fausses elles aussi. L'auteur raconte une histoire incroyable pour illustrer ça. Imaginez la scène. Un dimanche matin, c'est calme dans le métro. Un homme monte avec ses enfants et là, c'est le chaos. Il crie, court partout, dérange tout le monde. Et le père ? Il ne fait absolument rien. L'agacement monte dans le wagon. Finalement, quelqu'un, à bout, va voir le père et lui demande de faire quelque chose. Et la réponse de cet homme va tout changer. Il lève la tête comme s'il sortait d'un rêve et il dit « En une seule seconde, la perception de toute la situation est complètement transformée. La colère laisse place à la compassion. Ce n'est pas un petit ajustement d'attitude, c'est un changement radical et instantané de la réalité perçue. C'est ça, le pouvoir d'un changement de paradigme. » Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur fait une distinction entre les paradigmes, nos cartes, et les principes, le territoire. Les principes, comme l'intégrité ou la justice, sont des lois naturelles, immuables. On ne peut pas les ignorer sans en subir les conséquences. Un peu comme un bateau ne peut pas ignorer un phare. Bon, alors, quelle est la solution à tout ça ? Il s'agit de changer notre paradigme le plus fondamental, en adoptant ce que le livre appelle l'approche de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà l'idée centrale. Au lieu de vouloir changer les autres ou les circonstances extérieures, il faut commencer par soi. Le problème n'est pas dehors, il est dans la lentille à travers laquelle on regarde le monde. Concrètement, ça veut dire qu'il faut d'abord travailler sur son propre caractère avant d'essayer d'améliorer ses relations. Ça veut dire tenir les promesses qu'on se fait à soi-même avant de pouvoir tenir celles qu'on fait aux autres. C'est cette maîtrise de soi, cette victoire privée, qui rend ensuite possible la coopération avec les autres, la victoire publique. Et maintenant, comment on met tout ça en pratique ? C'est là que les 7 habitudes entrent en jeu. Elles sont l'application concrète de cette philosophie. Elles donnent une structure claire pour cette croissance de l'intérieur vers l'extérieur. Ces habitudes nous guident sur un chemin naturel. On commence tous par la dépendance, où l'on compte sur les autres.
Ensuite, on vise l'indépendance, l'autonomie. Mais le but ultime, c'est l'interdépendance. Savoir combiner ses forces avec celles des autres pour accomplir bien plus. Et la structure est d'une logique implacable. Les 3 premières habitudes sont celles de la victoire privée, la maîtrise de soi. Les 3 suivantes, c'est la victoire publique, le travail d'équipe, la communication. Et enfin, la 7e, c'est le renouvellement, celle qui permet de maintenir et d'améliorer toutes les autres. C'est une véritable spirale de croissance. Cette citation de T.S. Eliot capture parfaitement l'essence de ce voyage. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redécouvrir qui on est vraiment, simplement en changeant la façon dont on se perçoit. Au final, la vraie question n'est pas « quelle technique dois-je utiliser pour réussir ?», mais plutôt une question bien plus profonde. La carte que j'utilise pour naviguer dans ma vie, est-ce seulement la bonne ?